Nous sommes le 23 juin et nous enregistrons donc l'épisode 359 des Technos avec ces deux chroniqueurs que voici, que voilou. D'un côté j'ai David, salut David. Salut. Et de l'autre côté j'ai Sébastien, salut Sébastien. Hello. C'est l'avant-dernier épisode de la saison, si je dis pas de bêtises. Je pense qu'il y a encore un épisode la semaine prochaine et on passera en mode vacances. Ce qui veut dire qu'on ne changera pas grand-chose. Il y aura toujours des épisodes. Pas chaque semaine, par contre. On vous proposera un épisode une semaine sur deux en juillet et en août. Et la semaine sans épisode, on vous proposera avec justement le Sébastien qui est à ma gauche. On vous proposera des hors-séries. Tiens, tu peux nous en dire deux mots peut-être, Sébastien. C'est quoi l'angle que tu as choisi, toi, cette année pour nous parler durant les vacances? Momo. Si tu voulais de mots. Oui. Alors, de quoi? Alors, on va parler un peu de crypto, mais pas de crypto sur la bourse, parce que, voilà, a priori, crypto, argent, tout bazar, pour le moment, on en entend dans la presse dans tous les sens. Ouais. Non, moi, ce qui m'intéressait, et ce dont on parlera, c'est des projets. Vraiment, donc la techno derrière, et qu'est-ce que ça fait? Parce que finalement, ce sont des entreprises, pour la plupart, qui ont un but. Oui, il y a de la technologie derrière Ouais. On va dire Et comme c'est le job, la techno. Oui, on est plus proche de l'idée de la blockchain, du coup, que de la crypto-monnaie, quoi, si on veut situer Tout à fait. le sujet dont il sera question en 4 parties, pour l'instant en tout cas. Oui. C'est ça qui est prévu. Hein. Donc cet été, rendez-vous avec Sébastien et peut-être d'autres chroniqueurs, on ne sait pas encore, parce qu'on n'a pas encore enregistré ces hors-séries. On aura l'occasion d'en reparler, bien sûr, et donc on se donne rendez-vous déjà en juillet et en août pour cette série, quelque part, de hors-série. Bon, je pense que ça, c'est bien, on a fait un peu de la pub, on a fait la promo. Hein, on va dire merci à tout le monde, tous ceux qui ont laissé des commentaires sur YouTube et ailleurs. Merci à vous également de mettre des pouces, des étoiles ou autres sur nos contenus. Ça nous aide aussi à nous faire connaître. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous. On commence tout de suite notre abécédaire. Avec la lettre A comme Amazon, David, Proteus est arrivé et Alexa fait parler vos morts. C'est une seule phrase, ce dont tu veux nous parler. Donc de quoi s'agit-il? Il s'agit de deux news, donc il ne faut pas avoir trop peur, parce que Proteus, ça fait penser à un méchant robot. C'était un vieux film, ça, c'était dans les années... Je sais pas, mais c'est une bactérie 70. aussi. Proteus 4. C'est aussi une bactérie intestinale, si je dis pas de bêtises, mais bon, passons. Voilà, donc Amazon a sorti son robot Proteus, qui est le premier robot d'entrepôt autonome, et ça a l'air de fonctionner pas mal. Non seulement il peut soulever des cages de colis, il peut les transporter, les déposer, ils peuvent travailler à plusieurs en même temps, ils savent éviter les humains, ça a l'air bien sympathique. Sur la vidéo de présentation, ils ont même des beaux petits yeux, ça fait un petit peu penser à Wall-E. Pour ceux qui connaissent Wall-E. J'imagine que oui. Imagine que tout le monde connaît Wall-E. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent tous Wall-E, ça va encore être plus simple. Comme tout le monde connaît Wall-E, pour ceux qui connaissent. Voilà. C'est assez sympathique et on parlait il n'y a pas si longtemps que ça, je pense que c'était il y a quelques épisodes, on parlait justement de la robotique dans les entrepôts. C'est en marche ici pour Amazon et je trouve ça très, très sympathique, quoi. Ça ressemble un peu plus à un aspirateur qu'à un robot entre nous. Oui, c'est une évolution. Ça fait un petit peu penser. C'est une évolution d'un robot qu'on connaissait déjà, hein, soyons très clairs, parce que c'est une technique, on en a déjà parlé ici, il y a quelques années d'ailleurs, me semble-t-il, ces robots tout plats qui viennent en dessous des rayonnages pour les soulever et les déplacer. Ça évolue, et là maintenant, ils ont manifestement des stockages où il n'y a même plus d'humains à l'intérieur, tout se fait de manière robotisée. Le petit robot,
panoplie de petits robots vont chercher les différents rayons pour les rapprocher de l'endroit où on en a besoin pour faire le triage, quoi. En gros, c'est un peu ça l'idée. Donc, et ils retournent se recharger par eux-mêmes, quoi. Voilà, tranquillou bilou. Et si par ailleurs un humain passerait par là, le petit robot s'arrête pour pas aller écraser l'humain. Évidemment, l'humain a la priorité sur comment s'appelle-t-il encore, Proteus, hein, c'est ça. Voilà. Ok, voilà. David, quoi d'autre? Alors, comment dire, on va dire le côté noir d'Amazon cette semaine-ci, c'est que Alexa propose de faire parler les voix, de parler avec la voix de nos proches défunts. Alors, je trouve ça extrêmement glauque, et c'est une fonctionnalité expérimentale qui a été démontrée à la conférence annuelle Mars, une conférence qu'Amazon fait chaque année. C'est robotique. Je ne sais plus ce que ça veut dire Mars. En tout cas, c'est la conférence robotique d'Amazon. Et ils ont affiché une vidéo où on voyait un enfant qui demandait de se faire lire une histoire pour dormir avec la voix de sa grand-mère décédée. D'accord. Tout ça, c'est sympathique. Voilà. Hein. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien de l'idée, de la réalisation, peut-être, je sais pas. Ouais. Alors, pour Mars, que David parlait, j'ai tapoté, c'est Machine Learning, Automation, Robotics and Space. D'accord. Voilà. Ce que j'en pense, c'est difficile quand t'as perdu un proche. C'est une situation qui est délicate. Je sais pas si ça peut aider dans le deuil, ou si ça peut t'enfermer dans une situation délicate, un peu plus dans ton deuil dans les années. Mais c'est pas évident. Moi, ça me semble un peu... Je trouve ça assez malsain, moi. C'est un peu malsain. Je pense que l'intention est louable. Quelque part, que quelqu'un y ait pensé, on peut le comprendre que quelqu'un pense à faire ce genre de choses. Après, dans son application, je suis pas convaincu que ça aide à faire son deuil de la personne. Je veux dire, ça dépend vraiment des gens. Hein. Le voisin de mes parents, sa femme était décédée depuis 10 ans, et il continuait à jouer au Scrabble avec sa femme. Et alors il nous disait, mais il était totalement sain d'esprit, hein, le gars était pas méchant. Il nous disait, et de temps en temps, elle gagne. Et donc, je pense qu'à un certain âge, effectivement, pour briser une certaine solitude, que ton Google ou ton Alexa te parle avec la voix d'un proche, pourquoi pas, mais il faut être conscient du truc et avoir déjà passé la première phase de deuil, parce que les premières années sont quand même assez hardcore. Oui, et puis, est-ce que il est pas préférable pour aussi, pour garder un peu son esprit, de faire appel à sa mémoire plutôt que de... C'est très difficile de se souvenir d'une voix. Je sais bien, et c'est même des fois difficile de se souvenir d'un visage, pourtant qu'on a connu toute sa vie. Il y a des moments qui s'effacent, et bon, voilà. Tu me diras, pour ça, il y a les photos, les vidéos. C'est difficile. Maintenant, si on peut faire parler la voix d'être cher décédé, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire parler l'ex-petite copine, l'ex-femme ou des choses comme ça, ou alors faire parler avec la voix de son actrice préférée? Ça peut devenir quasiment du stalking, comme on appelle ça en français. Après, il faut voir pour quelle raison, parce que moi je me rappelle qu'il y a quelques années, on avait la possibilité d'utiliser la voix, par exemple, des Simpsons dans son GPS. C'est plutôt rigolo, ça. Tu vois, quand tu parles de la voix de son actrice préférée ou autre, ça pourrait être... voilà, mais il faut voir pour quelle raison on le fait, si c'est pour rigoler, ou si c'est parce qu'on a vraiment envie de faire comme si on la fréquentait. Enfin voilà, chacun ses déviances, quoi, j'ai envie de dire. Je sais pas ce que vous en pensez chez vous qui écoutez ce podcast, si vous avez un avis là-dessus, si vous avez envie d'entendre une voix ou pas, et faites-nous savoir. C'est la nôtre, par exemple. Qui veut l'écouter. Oui, c'est ça, peut-être, pourquoi pas.
On est à la lettre déjà à la lettre G, ça va vite, hein. G comme GPU, et c'est toujours avec David, qui a quelques petites coupures de son. Je sais pas, vous avez noté, j'espère que ça vous dérange pas trop. De temps en temps, il va parler fort, David, et on va normalement bien l'entendre sans aucun problème. On parle de GPU, moins cher que jamais. C'est vrai que là, tout d'un coup, allez savoir pourquoi, des gens s'intéressent moins aux cartes graphiques et aux gros processeurs de GPU. Allez savoir pourquoi, hein, David? Oui, en fait, il y a beaucoup de GPU qui se retrouvent sur les marchés de l'occasion, parce que comme la crypto-monnaie a un petit peu dégusté le mois et demi passé, ou les 2 mois passés, la rentabilité n'est quasiment plus viable avec les GPU, ou n'est même plus viable. Donc, beaucoup de mineurs se retrouvent à se débarrasser de leur GPU tant que ça vaut encore de l'argent, ce qui a fait chuter les prix. Et donc, on est passé de prix qui étaient à peu près à 3 fois le tarif officiel conseillé, à moins du tarif officiel conseillé, avec tout un tas de cartes graphiques qui sont disponibles d'occasion. D'ailleurs, on demande aux gens de fort se méfier parce que une carte graphique d'occasion qui a tourné pour miner pendant 6 mois, 1 an, on n'a aucune idée de ce qu'elle vaut encore sur le long terme. Il y a également un autre facteur qui est que Nvidia et AMD vont sortir de nouvelle génération de GPU prochainement. On parle du 3e trimestre de cette année-ci. Ils vont peut-être un petit peu retarder la sortie parce qu'ils ont du stock à écouler. Ils étaient en rupture de stock de tout, maintenant il y a du stock pour tout. Donc voilà, les joueurs peuvent être contents, ils vont pouvoir avoir des cartes graphiques, ils vont pouvoir jouer. Mais c'est un gros revirement de situation, et ça prouve encore bien que le plus gros facteur dans l'augmentation du prix des GPU était le minage en crypto-monnaie. Tant que ça rapportait plus, c'était intéressant. Là, ça rapporte pas assez pour couvrir les frais de la carte graphique. Donc du coup, ils s'en débarrassent. Et effectivement, si vous achetez quoi que ce soit d'ailleurs d'occasion, mais ici en l'occurrence des cartes graphiques de ce type-là, soyez quand même un tout petit peu vigilants et faites attention surtout au prix que vous allez le payer. Effectivement, sachant que de toute façon, à un moment donné, il va y avoir une pénurie, hein, comme dans beaucoup de cas en informatique actuellement, et enfin dans toutes les technologies de manière générale, et qu'on ose imaginer que les prix vont regrimper, mais par un autre effet qui est celui du fait qu'il y ait une pénurie, quoi, tout simplement. Sébastien. Il y a un facteur également, c'est l'électricité qui a monté également, donc aussi, c'est un double facteur. Double facteur, tout à fait. Seb? Je dirais rien, son double facteur, il est pas si gros que ça, il est très gentil. Mais pour les GPU, c'est une bonne nouvelle globalement déjà pour le prix des GPU. C'est chiant, tu n'avez même pas acheté une carte graphique correcte à un prix fait un centrage à mais ça veut dire que la pression va diminuer aussi sur les semi-conducteurs. Donc tu peux espérer qu'il y ait une normalité sur certains autres secteurs qui reviennent, plutôt que de mettre tout dans la crypto. Donc c'était pas sain non plus. Donc c'est pas mal. Ça dérégulait le secteur de manière très évidente. Ouais, et tous les autres secteurs, du coup. Et tous les autres secteurs, par effet de domino, en quelque sorte, effectivement. Donc, peut-être que ça, on va revenir sur quelque chose d'un peu plus raisonnable. Hein, on va dire ça comme ça, et on croise les doigts, évidemment. Je sais pas pourquoi il faut croiser les doigts, parce que la chance n'a rien à voir avec ça. On va parler d'un autre truc. Allez, les trucs K, on a Cube, K-U-B-B, Sébastien. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un PC, mais intégralement, en tout cas c'est ce qu'on dit, construit en Europe. Oui, alors c'est ça. On va jouer un tout petit peu sur les mots. C'est ça. Mais je vais quand même garder les news, parce que je défends suffisamment les valeurs et les entreprises européennes que pour me dire il faut quand même faire un peu de promo. Une boîte européenne qui construit un PC, il n'y en a pas 50. Et donc ici effectivement c'est une société française, des Toulousains, les gars de Bleu Jour, qui c'est déjà une boîte qui a une bonne vingtaine d'années, et ils ont
construit une machine, donc la coque et tout le bastringue, assemblée en Europe. Donc déjà l'assemblage en Europe, c'est bien, hein, en France en l'occurrence. Mais en plus, une partie des pièces, comme la carte mère, sont de fabrication européenne. Alors ils n'ont pas encore tout fait en Europe. Ça, c'est effectivement, c'est là qu'on dit, on joue un peu sur les mots. Il est assemblé en Europe, ce qui est déjà beaucoup parce que la plupart de nos machines sont assemblées en Chine, hein, tout simplement. Et donc, ils espèrent avoir une fabrication d'ici quelques années de tous les composants en Europe. Alors attention, là aussi, on dit une fabrication. Ça ne veut pas dire que ce sont des sociétés européennes qui le construisent, parce que Intel va énormément investir en Europe pour des chaînes de production pour des microprocesseurs. Donc, les composants, ça ne voudra pas dire que ce sera une entreprise européenne qui domine la technologie. Ça voudra juste dire que c'est une production européenne, et donc avec des petites mains européennes, et un retour à la production, une relocalisation, si on veut, hein, quelque chose qu'on avait vu dans les rues il y a une vingtaine d'années en pleurant sur la délocalisation. Eh bien, il y a un certain mouvement de relocalisation, ce qui est là aussi, je veux dire, une certaine forme logique de sainteté d'esprit, parce que de faire des composants qui te font le tour du monde alors que potentiellement, tu peux faire une bonne partie ici, qui que ce soit qui ait les propriétés intellectuelles, parce que la plupart du temps, c'est des robots. Donc maintenant que tu aies fait la machine en Europe ou en Chine, par l'électricité et un peu de maintenance, c'est chou vert et vert chou. Et donc, gare quand même à l'européenne washing, j'ai presque envie de dire, oui. Comme on l'a pu le voir dans d'autres secteurs, je pense à la confection de vêtements par exemple, ou pour remettre du Made in Italy, les vêtements sont bel et bien assemblés en Italie, mais tout le reste est fabriqué et importé depuis d'autres pays, comme le Bangladesh par exemple. Donc on est un peu sur le même schéma ici, même si on sent que l'intention derrière est quand même d'apporter un maximum de savoir-faire ou d'utiliser un maximum de savoir-faire européen. Enfin, en tout cas, de ce qu'on peut lire de l'article qu'on a trouvé et qu'on vous met en partage évidemment comme toutes les sources des sujets dont on parle dans ces podcasts. Si je peux terminer sur un point là-dessus, c'est que on n'est pas les seuls à trouver qu'il faut une certaine relocalisation pour une souveraineté européenne. L'Europe a décidé de sortir le portefeuille pour dire on met des sous, et donc il y a un budget de 43 milliards qui a été décidé pour pouvoir subventionner État, entreprises, etc., à relocaliser une partie de la production. Et en particulier sur le semi-conducteur, j'ai l'impression. Hein. J'avais lu oui, essentiellement, effectivement, aussi, sur tout ce qui est technologique. Voilà, vu de Bangkok où tu te trouves, David, ta vision à toi, elle est un peu différente. Enfin, en tant qu'Européen, pas, mais en tant que résident, entre guillemets, toi, tu es à la croisée des marchés, particulièrement du marché chinois, non ? Oui, quoique pour ce qui est semi-conducteur, c'est mondial. Je veux dire, c'est TSMC qui est le plus grand fabricant qui est à Taïwan. Et la problématique qu'on connaît, la Chine qui a envie de mettre la main sur Taïwan, ça pourrait mettre à mal toute l'industrie semi-conducteur mondiale, pas à 100%, mais en grande partie, du jour au lendemain. Je pense qu'on s'est rendu compte les 2 dernières années que on dépendait peut-être un petit peu trop en tant qu'Européens de l'Asie. On se rend compte aussi que pour pas mal de grandes sociétés technologiques, on dépend trop des Américains. Je pense qu'il est sain de retrouver un équilibre et qu'il y ait du développement qui soit fait un peu partout et pas mettre tous les œufs dans le même panier. Parce que ça fait très peur. Évidemment, c'est ça le danger, on le voit dans d'autres domaines ces temps-ci aussi, évidemment, et donc ça fait réfléchir, bien sûr. Vous entendez des bruits, c'est normal, hein, c'est parce qu'il fait chaud et que donc les fenêtres sont ouvertes. Pas chez moi. Je sais pas, je pense que c'est chez Seb qui a, je sais pas, c'est un raton laveur dans la gouttière.
C'était un bruit bizarre en tout cas. Quoi qu'il. Nothing, c'est la lettre N comme Nothing, David. On parle de Nothing Phone One qui se dévoile. De quoi s'agit-il ? Le Nothing One, oui, c'est un smartphone qui n'est pas encore tout à fait sorti. En fait, il va être annoncé officiellement le 12 juillet pour une sortie, je pense, si je me trompe pas, le 19 juillet. C'est une société qui est fondée par un ancien directeur de OnePlus, Carl Pei. Ouais. Et c'est un smartphone qui a un design assez différent des autres. Personnellement, je ne l'avais jamais vraiment entendu parler de ce téléphone-là et je suis tombé dessus cette semaine-ci. Et voilà, j'ai regardé un peu les spécifications. Ce sont des spécifications, on va dire, d'un smartphone moyen de gamme. À côté de ça, le look qu'il a, c'est un look transparent avec des LED dans tous les sens sur l'arrière, des notifications, et donc c'est un smartphone qui va pouvoir être utilisé comme clignotant dans le noir pour ne pas se faire écraser quand on roule à vélo ou en piéton, comme piéton, voilà. Bon. On verra exactement ce qu'il en est quand il sortira. Je trouve que c'est probablement plus une histoire de marketing, de faire quelque chose qui a l'air différent, parce que dans la forme, derrière ça, c'est un smartphone comme les autres. Oui, c'est ça, mais c'est effectivement cette histoire de LED avec différentes formes. Enfin, c'est un dessin un peu, c'est un peu moche, enfin, je donne mon opinion là pour le coup, mais je trouve ça assez laid, même, n'ayons pas peur des mots. Mais du coup, on en parle. C'est ça qui est fort. Et j'ai un peu l'impression, je savais pas que c'était un ancien de chez OnePlus qui était derrière ce nouveau smartphone. Et je m'étais fait la réflexion cet après-midi en voyant un énième article qui en parlait. Je me dis, ils ont quand même un marketing très proche de ce qu'a fait OnePlus à ses débuts. Ça m'est passé comme ça, mais une fraction de seconde. Mais parce que pour le reste, il y a aucun rapport avec OnePlus. Enfin, en tout cas de ce que j'ai pu lire, de très frappant par rapport à ça. C'est relativement moche, en fait. Voilà. Seb, un avis là-dessus ou pas ? Non, moi non, mais Thierry aurait peut-être pu, parce que c'était un téléphone qui a été présenté en Suisse dans un salon, pas technologique, mais un salon artistique. D'accord. Donc voilà, ça te dit tout de suite ce qu'on vise. Oui, voilà, c'est ça, en fait, c'est de l'art. C'est pour ça que je trouve ça moche. Maintenant, pour ce qui est des LED dans le noir, ça fait un peu penser aux ovnis de Rencontre du troisième type. Oui, c'est ça. C'est dans cet esprit, un peu dans cet esprit-là, un peu néon comme ça, un peu, voilà. Mais sans les couleurs. J'imagine qu'ils ont les couleurs aussi. Voilà, et donc a priori on peut organiser cet éclairage en fonction de s'il sonne, si on reçoit un SMS, etc., pour avoir une indication sur ce qui se passe. Seb, un dernier mot. Ça va être génial, ça va vraiment être génial. On vit dans une époque formidable. C'est magnifique, mais oui, c'est ça. Ok, c'est de l'art. Écoutez, moi je crois effectivement. En fait, l'art, c'est quoi ? C'est susciter une émotion. Mon émotion, je vous l'ai déjà délivrée. J'aime pas. C'est comme la machine à caca, c'est ça. C'est aussi ça, oui. C'est effectivement j'en reviens plus sur son nom maintenant. Voilà. Un artiste belge d'ailleurs, flamand. Voilà. Bon, écoutez, donnez-nous votre avis. N'hésitez pas à le faire, en tout cas en commentaire ou via les réseaux sociaux. On peut en discuter. Écoutez, on peut vraiment en discuter. Allez, on est à la lettre R comme recyclage. Seb, recycler son propre plastique pour imprimer en 3D, est-ce que c'est vraiment possible ? Oui, et disons que quand tu as un téléphone avec des LED un peu dégueulasses, tu te dis il faut faire quelque chose, et donc il faut le recycler. Oui. Donc, en fait, ici, c'est un petit gars qui a décidé de faire... Alors, déjà, je surapprouve le truc parce que je vais revenir sur son nom, il me revient pas tout de suite. Mais donc, c'est un petit gars qui a décidé de faire un projet et le projet, il le donne en total open source. Alors, c'est quoi le projet ?
son but, c'est d'aider au recyclage des matières plastiques. Alors, il y a toute une série de statistiques. En fait, oui, malheureusement, il y a des océans, 5 océans, 5 îles gigantesques dans nos océans de plastique. Ouais. On arrive seulement à recycler que 30% des plastiques. Enfin, il y a plein de chiffres qui sont vraiment très désolants. Et en Amérique, les Américains utilisent chaque heure 2,5 millions de bouteilles en plastique. Donc voilà, tu te dis, ça te donne quand même effectivement là une stat intéressante pour la suite. Donc 2,5 millions de bouteilles en plastique chaque heure. Et le principe ici de ce que lui, il a construit, c'est d'utiliser ces bouteilles en plastique pour en refaire des filaments pour pouvoir les utiliser dans ton impression 3D. Je vous passe tous les détails, mais je suis sûr que David en aura un avis très pertinent sur le truc. Et donc le mec, il fait un peu un truc récursif, c'est que le design de sa machine, c'est un design en 3D, et donc on peut imprimer toutes les petites pièces. Le design est open source, le soft est open source, et donc on peut utiliser, imprimer soi-même sa machine pour recycler des bouteilles en plastique qui vont faire les filaments pour l'impression. Donc c'est un peu, tu vois, je trouve rien que le principe assez poilant. Alors comment ça se passe? On doit découper le fond de la bouteille, en faire 2 petits fils, il va le fondre, ils vont les tirer, ils vont refaire en plastique. C'est pas le tout premier projet, mais celui-ci est un petit peu amélioré et totalement open source. Alors le petit gars, c'est un jeune qui vient de sortir, c'est Joshua Taylor. Et donc, plutôt que de se faire le moindre euro, il a tout... Ah non, ça c'était l'inspiration. Merde. Ouais. Et je reviens plus sur le nom. Je le retrouverai pendant que David aura certainement des choses très intéressantes à dire sur le sujet. David, ton opinion sur le principe et sur la faisabilité, ça reste à prouver évidemment, mais manifestement ils arrivent à faire des trucs. D'après ce qu'on peut lire en tout cas dans leur article, je tiens à signaler de zdnet.com. David. Ce n'est pas le premier projet que j'ai vu pour ce qui est de recyclage de plastique. Si je me trompe pas, on parle de recyclage de bouteilles ici. Oui, bouteilles en plastique. De PET. Oui. Il y a déjà eu plusieurs projets comme ça qui sont sortis. Techniquement, oui, c'est possible. Ce n'est pas un souci. Maintenant, en pratique, ce n'est pas si évident que ça, parce que non seulement il faut que les bouteilles soient découpées en petits morceaux. Je n'ai pas vu l'article ici, mais je sais que dans d'autres projets, il y avait un petit broyeur, un peu comme les broyeurs à papier, qui étaient séparés pour pouvoir émietter le plastique. Il faut s'assurer que ça soit évidemment du plastique entre guillemets pur, pas question de mélanger d'autres plastiques que du PET, pas question de mettre des bouteilles en polypropylène ou d'autres choses avec, parce que sinon ça va causer des problèmes en se mélangeant. Alors l'autre gros souci, c'est de pouvoir extruder ça en un filament qui respecte les tolérances nécessaires pour les imprimantes 3D. Donc les imprimantes 3D maintenant généralement on a un diamètre de filament de 1,75 mm. Oui, c'est bien ça. Et avoir une variation de 5 ou de 10% devient assez difficile. Ça crée des problèmes de sur- ou sous-extrusion selon les couches. Et chez soi, avoir un extrudeur qui puisse garder un diamètre vraiment constant est très compliqué, est extrêmement lent, nécessite d'avoir un refroidissement avec des ventilateurs derrière, et on peut pas espérer d'avoir plus qu'une dizaine ou une quinzaine de mètres de filament à l'heure. Oui. Donc c'est finalement quelque chose qui demande beaucoup de chipotage, d'investissement en temps, d'investissement énergétique pour avoir un résultat non garanti. Moi, c'est ce qui m'inquiète un tout petit peu dans le processus, au-delà du fait qu'il y ait du recyclage et que c'est une bonne idée de recycler, etc., c'est effectivement le coût énergétique derrière. Si rien que le fait de fabriquer la machine a déjà un coût énergétique, j'entends. Alors après, ça reste du recyclage, donc ça reste toujours intéressant, mais il faut quand même à un moment donné constater que c'était pas non plus un process tout à fait
vert, j'y mets des guillemets, hein, vert dans le sens écologique, quoi. Pour moi, il faut qu'il soit fait à grande échelle. Ce sont des sociétés de recyclage qui font ça en masse, qui font ça de manière efficace. Mais essayer de faire du recyclage de plastique soi-même, je pense pas que ça soit très intéressant et ce n'est pas près de l'être. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant dans ce cas-ci pour faire parler de l'idée et que peut-être que du coup certains industriels se disent ah bah oui tiens il y a du matériau dans les mers, si on se prend la peine d'aller le chercher, on peut en faire des filaments tout simplement. Juste une dernière question avant de te redonner la parole, Seb. David, qu'est-ce qu'on peut fabriquer de concret avec un filament issu de ce genre de recyclage? On peut fabriquer n'importe quelle pièce qui aurait été fabriquée avec le même type de plastique. Donc le PET est un plastique qui a un peu plus de résistance à l'impact, qui est un peu plus résistant en température que du PLA, qui est le plastique de base en impression 3D. Mais pour revenir aux océans, là, une grande partie des plastiques qui traînent dans les océans, c'est du polypropylène, et le polypropylène est extrêmement difficile à imprimer en 3D, donc ce n'est pas vraiment lui un candidat. Ok, pour conclure, Seb. Oui, alors je veux quand même citer le nom du gars parce que c'est un jeune designer industriel, Reitung Sheng. D'accord. Si je peux son nom, désolé. Et il estime qu'il faut 33 bouteilles pour faire 1 kilo de filament. Ok, bon, t'as déjà intérêt à boire beaucoup. Hein. Oui, chacun se fera son opinion, et effectivement, comme le David le disait très bien, il faut aussi faire attention quel type de bouteille on utilise et quoi en faire derrière. Enfin bref, voilà, c'est pas nécessairement donné à tout le monde, mais la démonstration a valeur quelque part de prise de conscience et de réflexion. Hein. Il faut le voir sous cet angle-là aussi. On est à la lettre S. S comme secte. Ouh là là. On ose. Une secte aurait réussi à infiltrer un département de chez Google. Bon, mais je pensais que c'était Google, moi, la secte, en fait. Non, alors ici, on parle de la secte. Honnêtement, j'ai jamais entendu parler, mais j'ai entendu 2 fois le nom cette semaine. Je ne sais plus pourquoi la première, et je me dis, tiens, c'est bizarre, j'ai entendu ce nom il y a pas longtemps. Et c'est la communauté des amis. J'ai pas dit les Amish, les amis. Ah oui. Apparemment, c'est un truc chrétien. C'est qualifié de secte, en tout cas. Alors déjà, le terme ami avait été complètement déjà galvaudé par Mark Zuckerberg avec son petit blog là, Facebook. Là maintenant, c'est fini, quoi. On peut plus dire c'est mon ami ou quoi que ce soit. Il vaut mieux rien dire, quoi. C'est terminé. Ouais. Et donc c'est un petit truc, hein, parce que les mecs ils n'ont que 1500 membres à travers le monde, donc a priori, et ils sont tous chez Google. En fait, ils sont pas tellement loin. Il y en a 5 à 600 qui sont proches effectivement d'un bâtiment de Google. Ils se mettent proches de San Francisco. Pourquoi ? Parce que c'est un endroit où ils vont avoir un bon salaire en tech et ils doivent verser 10% des revenus à l'organisation. Donc, vaut mieux avoir un bon revenu si tu en donnes 10%. Soyons opportunistes. Et donc ici, le twist est effectivement un gars qui était à la tête de Google Developer Studio. Donc Peter Lubers, qui apparemment, mais Google l'ignorait totalement, c'est passé hors screening, en a profité au fur et à mesure du temps pour embaucher tous ses amis, puisqu'on peut pas dire communauté des amis, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui effectivement, qui n'était pas un ami, qui se soit fait licencier en 2021, lui a attaqué en disant j'ai été licencié, mais il y a copinage, il y a des amis, et donc là effectivement lui considère qu'il y a un problème avec la loi sur l'emploi et dit discrimination, machin, bref, donc il attaque Google et il n'y a pas encore réellement de déclaration et ni de jugement. Pour le moment, il demande 50 000 € en dommages pour le truc, mais ça n'a pas encore été clarifié et on ne sait pas encore ce qu'il deviendra de ses amis.
Ouais, dans 50 000 $ pour être précis, ce qui n'a pas tout à fait la même valeur aujourd'hui. Ouais, ça dépend des jours. Ça dépend des jours, oui. Mais donc voilà. Bon, bah, c'est ce genre de choses. Enfin, dans les grandes entreprises, j'ai presque envie de dire que c'est, j'ai rien à dire. Ouais, c'est dur. Mais même quand tu lis le truc, je suis pas sûr de comprendre réellement le principe. C'est un truc dérivé du christianisme ou voilà. Bon, alors effectivement, si c'était un paramètre d'embauche, enfin tu vois, que ça cochait une case, c'est clairement, voilà, oui, mais ça c'est pas normal du tout. Mais ils sont, les 12 gars, ils sont tous arrivés dans le même service. Hein, et en général, c'est des petits services, donc en fait, ils ont... Et 12 en plus. Oui. 12. Oui. Et là, il s'agit d'une secte, mais ça pourrait être une religion connue ou quoi que ce soit, enfin, ou une couleur de peau, ou le sexe, ou le groupe des David, parce que tous les David s'engagent entre eux. Tu par vois, exemple, voilà. Nous, on engage beaucoup Davidiens, ce sont les Davidiens. Oui, c'était David, comment il s'appelait la secte, c'était pas le truc du soleil, c'était pas David quelque chose. C'était les David. Non. Enfin, mais bon. Moi, j'ai rien fait, moi. Si, c'était un David. Il était responsable de rien en aucune manière. Bon, ben voilà, toujours intéressant. En même temps, dans une boîte, il y a combien d'employés chez Google? J'ai pas le chiffre en tête. Il y a un paquet de monde quand même. Hein. J'ai pas. Les Davidiens, ça existe, hein, tu vois, c'est ça. Voilà, il est parti sur David, un autre truc. Leader du groupe religieux les Davidiens, 76 membres périssent avec lui du siège de la Résistance. C'était ça, c'est lui qui avait fait tuer. Voilà, c'est le truc de Waco. Donc tu vois, on dit les Davidiens. C'est difficile de tenir les chroniqueurs croupir. C'est un peu tu vois, t'imagines, ils ont fait des Davidiens. Et après, demain, on va faire quoi? Des Martiens? Est-ce qu'on peut revenir sur le sujet, Seb? C'est pas, voilà, interdit de revenir. Quand même. Voilà, passons à une lettre. Je n'en peux plus. On est à la lettre W comme Windows. David, on parle d'Internet Explorer. Tu dis enfin mort. Voilà. Il est enfin mort. Ouais, ça faisait tellement longtemps qu'on souhaitait qu'on souhaitait qu'il s'en aille. Ouais. Et bon, il s'est accroché très longtemps, mais il est finalement parti après 26 ans. Internet Explorer est déclaré officiellement mort. Oui. Voilà. Par contre, son fantôme va continuer. Juste une toute petite parenthèse, il y a quand même ce mème qui circule partout de cette fausse tombe avec l'épitaphe dédiée donc à Internet Explorer. Et l'épitaphe, je l'ai plus en tête et je la retrouve pas là. Mais en gros, ce que ça dit, c'est la meilleure application pour télécharger d'autres browsers. c'est un peu vrai, quoi. Donc voilà. Mais je te laisse continuer, David. Vas-y. Ce n'est pas faux, et c'est toujours un petit peu le cas avec Edge. C'est pas gentil. Je vais pas faire de polémique. Je ne suis pas anti-Microsoft. Moi, j'utilise des produits Microsoft, mais il faut avouer que les questions navigateurs, ils ont un petit peu... Ils ont abusé, allez. Ils ont pris un petit peu de retard, et Explorer a été assez... Nous aussi, on prend du retard, là. Allons-y. A duré assez longtemps. Et donc, comme on disait, oui, il est mort, mais par contre, on risque de devoir avoir son fantôme dans les pieds encore pendant de nombreuses années, parce que dans la technologie, il y a pas mal de gens qui utilisent toujours des vieux ordinateurs, ils ne savent pas qu'Explorer est mort, et ils utilisent toujours Explorer. Il y a toujours des gens qui ont des PC avec des Windows 98, des Windows de XP ou le 7, c'est déjà plus récent, mais bon, oui, 7 aussi. Et donc, voilà, les sites web vont encore devoir tenir compte d'une compatibilité évidente. Aujourd'hui, il y a pas mal de sites interactifs qui ont complètement abandonné le support d'Internet Explorer en disant écoutez, on ne supporte plus Internet Explorer, passez à autre chose. Mais il y a d'autres personnes qui veulent absolument être compatibles avec tout, et voilà. Donc, il est mort, mais
il restera encore un peu dans notre esprit un certain temps. Ouais, mais on en reparlera certainement encore au hasard d'un bug, d'un piratage ou que sais-je, Sébastien. Vas-y. Il n'y a plus aucun support de sécurité, donc là, non, mais s'il y a des bugs, les bugs ils vont rester. C'est ce que j'essaie de dire, Sébastien. C'est comme XP, on parlait d'XP, de Windows XP, des choses comme ça. Ça revient régulièrement dans l'actualité aussi parce qu'il y a de temps en temps des choses qui émergent. Oui, voilà, maintenant c'est déconseillé de les connecter à Internet, quoi. Donc XP. Bon, mais il y a toujours des trucs qui fonctionnent avec XP dans la vie de tous les jours. Hein. Il y a pas mal de terminaux, pas les terminaux de paiement raison, des ATM où il y a un XP derrière qui tourne. Il y a encore plein d'endroits où on trouve du XP aujourd'hui, mais je suis pas persuadé réellement du nombre de personnes qui utilisent encore réellement un Internet Explorer versus le nombre de bots qui ont été programmés en faisant un fake user agent et qui se font passer pour Internet Explorer. C'est ça aussi. Donc, il y en a certainement encore, mais dis-là, à ce qu'ils soient réellement utilisés par des consos chez eux, il doit y en avoir nettement moins. Ou alors, il est temps de passer à des choses comme Linux. Mais en tout cas, je voulais quand même... parce que Linux, il y a plein de trucs nouveaux, on peut utiliser tout, etc. Et c'est suivi. Mais il y a quand même... Internet Explorer, il me fait un peu penser au copain qui t'es claqué, t'as fait une longue semaine, tu l'as invité un vendredi soir et à 2h il est toujours dans ton canapé et t'as envie d'aller pioter, quoi. Il s'en va pas. Mais alors maintenant qu'il vient de partir, tu regardes et il y a toujours un con dans ton canapé et c'est Safari. Et Safari il veut pas partir non plus. Tu vois, c'est l'autre mauvais. C'est sparadrap. C'est l'autre sparadrap. Il veut un sparadrap sur l'index. Et il est pas prêt de mourir, lui. On l'annonce pas ça, en tout cas. Non, mais alors, si vous faites du front-end, je suis sûr que vous conspuez Safari très régulièrement, parce que Apple a fait un énorme boulot à l'époque pour le lancer, et depuis qu'il est lancé, mais Apple n'en a plus rien à caler. Et ça représente encore un certain pourcentage d'utilisation, Safari. Safari, oui. Ah, c'est embêtant. Mais Safari, oui, c'est encore fort utilisé, et en général, c'est tous les graphistes sur Mac qui disent mais ça marche pas avec Safari. Mais non, mais installe Chrome ou Firefox sur 19%, Mac. 19% de part marché. Ah oui, c'est enfer. Je pensais pas que c'était autant. Ok. Mais il y a du mobile aussi. Hein. Tu vois, sur iPad, t'as pas le choix, c'est Safari. Hein. Oui, c'est ça. Sur iPhone, t'as pas le choix, c'est Safari. C'est juste. Et autant là, sur desktop, c'est une calamité. Et donc ça entraîne des coûts. Du coup, si vous faites développer un site internet dans une agence, si vous payez cher, c'est parce que il y a plus de 50% qui sont destinés à combien 9% de part de marché. En fait, c'est ça l'idée. Oui, donc, c'est plein de trucs qui fonctionnent pas. Ouais, c'est ça. Voilà. Voilà, c'était le petit coup de gueule. Hein, on peut le dire comme ça. On va sortir. Bien sûr. Voilà, c'est fait. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas un oui mais non dans un épisode des Techno. Le oui mais non, je le rappelle ou je le signale à ceux qui nous découvrent peut-être et qui sont arrivés à la 42e minute, 42 minutes et 42 secondes même de cet épisode. C'est une information technologique, certes, mais improbable, mais technologique, certes. C'est ça, hein, l'idée. Et on va parler de cette fameuse intelligence artificielle qualifiée qui aurait une âme. C'est en tout cas ce que son créateur nous a dit. Alors je suis assez content parce que Sébastien nous a trouvé un mot de la langue française qui est fort peu usité. Puis il nous parle de l'intelligence artificielle c'est dur, hein. Je sais jamais comment le dire en fait. Sensienne, hein, c'est ça. Une intelligence. Je vais y arriver. Une intelligence artificielle sensiente. Oui, c'est ça, hein, de Google. Donc, j'y arrive plus. Je suis épuisé, j'ai chaud, j'ai soif. En fait, c'est un mot qui veut dire qui ait un sens, quoi, ou qui ait du sens plutôt. C'est ça. Qui a une âme. Une âme du sens. Ouais. Qui rentre le sens dans le sens, quoi. Enfin bref, oui. Ouais. Et alors ça a commencé il y a une grosse semaine. Le mec donc Blake Lemoine, c'est donc un gars c'était un employé Google, oui, qui était embauché pour essayer de corriger les biais
sur les intelligences artificielles. Donc son but c'était de discuter avec les intelligences artificielles développées par Google et de dire expliquer, de comprendre et éduquer d'une certaine manière les différents algorithmes en disant non mais tu peux pas dire que tous les David sont méchants, tu peux pas dire que tous les blancs sont gentils, etc. etc. Et donc c'était son job, essayer de remettre un peu l'église au milieu du village et que les IA soient égalitaires vis-à-vis des êtres humains. Donc c'était voilà. Et donc il a beaucoup discuté avec les IA et à un moment ici je pense que à force de discuter avec les IA à un moment t'en perds ton latin et il discutait avec une et il s'est dit celle-là elle vit. Donc elle donne des réponses, elle essaye de se défendre, elle pense qu'elle a une âme, elle s'interroge sur certains trucs, et donc il était suffisamment fier, il publie un truc, alors qu'il ne pouvait pas s'exprimer là-dessus, et il publie au Washington un truc via le Washington Post, Google le dégage, et il continue à discuter avec le chatbot, parce que finalement ce n'est qu'un chatbot, hein, tu lui écris une phrase, et c'est le Elisa des années fin des années 90 sur la BBS, hein, et donc il discute avec le chatbot et il estime que maintenant elle a une conscience qui est suffisamment développée que pour se sentir en danger et avoir réclamé l'assistance d'un avocat pour se protéger de Google, parce que pour lui maintenant donc cette IA est une personne et il faut la protéger. Et donc voilà, ça me fait penser, alors c'est en psychologie c'est un phénomène connu, hein, ça s'appelle l'anthropomorphisme, c'est la même chose qu'on a vis-à-vis de certains animaux, hein. On se dit tiens, t'as vu, il réagit comme un humain et quand même chouette, hein, le chien. Non, c'est un chien, c'est un chat, c'est un animal. Ce n'est pas un humain, et ici c'est la même chose, hein, c'est une IA. Aujourd'hui, en l'occurrence, on ne peut pas dire, peut-être qu'un tribunal américain va nous dire le contraire, hein, ça me ferait beaucoup rigoler. Je pense qu'il y a quand même une toute petite différence, je suis d'accord avec toi sur le principe, mais on sait en tout cas qu'un animal peut ressentir des choses. Juste le ressentir. C'est pas une machine, un animal n'est pas une machine, c'est ça que je veux dire. Mais voilà, mais au-delà de ça, je suis tout à fait d'accord. Oui, mais ici c'est de relier des comportements au comportement humain. Ouais. Ce n'est pas un humain. Oui, c'est ça. Un chien est un être vivant. Voilà. Ce n'est pas un humain. Et là, c'est pareil. Et si vous voulez, c'est parce qu'il a faim. Voilà. Donc, et en fait, on appelle ça l'effet Elisa. En fait, c'est un nom d'effet qui existe. Comme tu as mentionné, Elisa des années 90. En fait, c'est un projet qui a démarré dans les années 60, qui était le tout premier chatbox qui a été inventé. Et en fait, l'effet Elisa, ce sont les gens qui se persuadent en parlant avec le chatbox qu'en fait, le chatbox est intelligent et voit une intelligence dans quelque chose qui est finalement un raisonnement algorithmique entre guillemets simple, sauf qu'aujourd'hui, évidemment, ce n'est plus un raisonnement algorithmique simple, mais ça devient un truc très complexe, et donc il y a moyen d'autant plus de s'y laisser berner. Et donc notre ami Blake Lemoine, il est tombé dedans comme un bleu, quoi, en gros. Il est amoureux, je pense, là, à un moment. Hein, c'est ça. Et sinon, dans sa secte, parce que c'est un ami maintenant. Ça me fait un petit peu froid dans le dos parce que il y a toujours le spectre de la conscience artificielle, et le jour où une machine devient consciente, on dit que ce sera la toute dernière invention de l'homme et de l'être humain. Et ça fait un petit peu froid dans le dos. Donc à chaque fois que moi je vois une news qui parle de conscience artificielle, j'ai toujours cette petite peur derrière moi. Mais j'ai en effet suivi aussi ces nouvelles-là une grosse semaine qu'on en parle, et il y a eu pas mal de vidéos et d'articles qui ont été faits à ce propos-là, et je pense qu'on n'a pas encore trop à s'en faire aujourd'hui pour être exterminés par des machines qui vont nous piétiner, mais il faut quand même se poser des questions parce que tôt ou tard ça arrivera. Voilà, tout ça est très rassurant. C'est un chouette épisode.
Mais notre Mélon, avant, il était un peu léger, maintenant... Oui, c'est ça. Voilà, On sent que la chaleur aidant et tout. Voilà. Faites profiter de vos derniers moments avec vos proches. C'est ça. Voilà. C'est rigolo parce que ce sujet-là, alors je sais pas si c'est prémonitoire ou quoi, Battant, qui est un de nos auditeurs suisses, avait laissé un commentaire sur l'épisode précédent concernant cette news-ci. C'est un peu particulier. Et en partageant en plus un épisode d'un podcast concurrent. Je leur remercie. C'est pas nécessaire. On connaît les podcasts, nous aussi. C'est très gentil, mais voilà. Un article de presse, ça nous dérange pas, mais un podcast, il faut quand même pas non plus pousser Bobo dans les orties. Mais tout ça pour dire que c'est toujours bienvenu d'avoir des informations de votre part aussi. Et on s'en fait l'écho quand on trouve l'information intéressante ou qu'elle a titillé, on va dire, l'esprit de l'un de nos chroniqueurs. On a tout dit sur ce sujet ou pas ? Non, j'ai un dernier truc, voilà. Juste pour rire, une petite question. Quel est l'amendement que... parce qu'il y a une raison, il y a déjà un fil rouge sur l'attaque que lui veut faire vis-à-vis de Google pour libérer son intelligence artificielle. J'ai déjà un peu donné tout le truc. C'est il veut invoquer le 13e amendement, c'est-à-dire l'abolition de l'esclavage. D'accord. Et là, je trouve que voilà, on a tout dit. Hein bah, j'imagine que s'il a gain de cause, il voudra armer son robot et son... Et là, je comprends la vie, et là, c'est la fin du monde, effectivement. Bah, oui. Tu disais chez Google, c'est un ami, donc. Ça doit être un ami, ça doit être ça. Voilà qu'on conclut, donc, cet épisode 300, j'ai oublié le numéro maintenant. 59 bref, 359, voilà. Je suis très perturbé, moi, je sais pas pourquoi. Épisode 359, l'avant-dernier de la saison, ça je l'ai dit en début d'épisode. On se retrouve donc très bientôt, parce qu'il va y avoir un bonus. Si, c'est comme ça, encore maintenant, on vous proposera un bonus dans les jours qui viennent, peut-être même qu'il est déjà là, à vous d'aller voir, ou sinon vous pouvez consommer ça n'importe quand, n'importe comment, dans l'ordre ou dans le désordre, il n'y a pas de problème avec ça. Merci beaucoup à Sébastien, merci beaucoup à David, on se retrouve donc très prochainement. Prenez soin de vous, prenez soin des autres.